Alors, Parfait. bonjour à tous. Merci Rémi de m'avoir invité à contribuer à ces échanges en faisant peut-être, comme le disait Frédéric Faure tout à l'heure, puisque nous représentons la même institution, que nous y travaillons tous les deux, donc à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui forme des éducateurs en partie de cette institution, on va le dire brièvement. Donc, Frédéric a évoqué tout à l'heure la ruche pédagogique notamment. Et je voulais peut-être, pour compléter cet aspect, puisque dans le cadre de cette ruche, moi, je traite du thème des figures inspirantes. Et en vous écoutant tous, nos stagiaires inspirés par ce thème de travail, quand ils doivent a priori comme ça commencer à définir ce qu'est une figure, évidemment s'interrogent sur le fait qu'il s'agisse ou pas d'une grande figure historique, mort ou vivant, et on arrive aussi, étonnamment que ce soit, à pourquoi pas valoriser, s'inspirer, pourquoi pas d'un anonyme. Pourquoi pas d'un anonyme dans le cadre du travail, et notamment du travail éducatif au sens large du terme, qu'on soit cadre ou éduc, peut-être d'un collègue sur qui on peut compter, qui est fiable. Dans nos métiers d'éducation au sens large du terme, peut-être que ces constantes-là, voilà, cette camaraderie professionnelle peut faire office de figure inspirante, en tout cas, peut faire partie du bréviaire que chacun peut avoir dans sa pratique finalement éducative. Et alors, les jeunes gens, les jeunes stagiaires en formation initiale, qui ont 22, 25 ans, on disent bien que cette ressource-là, l'anonyme aussi, le collègue aussi, peut être une inspiration réconfortante. Voilà, moi, il me semble qu'il y a du réconfort à envisager les limites et les définitions de ces logiques de figures inspirantes, et en même temps se dire que ce ne sont pas forcément a priori les grands hommes ou les grandes femmes qui sont certes très intéressants, mais que cela peut compter aussi. Bon, voilà. Je voulais simplement dire ça sur cette petite alvéole figure inspirante, que les stagiaires, quand ils cherchent à définir à brûle-pourpoint comme ça ce qu'est une figure inspirante, en fait, oui, ils convoquent beaucoup de notions, et je ne les redirai pas, qui ont été travaillées depuis ce matin en réalité. Donc les instincts, les instincts sont plutôt dans ce registre, sont assez intéressants. Alors, Frédéric a évoqué tout à l'heure un troisième pan, une troisième, si je peux dire, expérimentation, même si ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on pratique ça ici. En fait, on se dit dans cette école professionnelle d'éducateurs et de directeurs, on est en formation pour adultes, on pense un peu nos systèmes pédagogiques, hein, on l'a dit tout à l'heure, et on pense aussi des espaces et des temps de ritualisation. Et là, je veux évoquer le baptême de promotion qui existe depuis 10 ans donc, dans cette école. Baptême de promotion qui est en ce moment de la maison plutôt destiné, mais ce n'est pas figé, hein, aux directeurs stagiaires. Alors, c'est à ça plusieurs vertus, même si c'est évidemment perfectible. On se dit qu'une fois qu'on a pu peut-être réfléchir à ce qui nous inspirait, et que l'inspire, du coup, est sûrement un élément vital en institution et dans sa pratique, il fallait peut-être penser l'expire finalement, et que ceci, ça peut, c'est-à-dire en matière d'institution et de rituel d'institution, comment l'expire en promotion pouvait s'exprimer. Et on se dit que ça pourrait prendre une autre forme,
que finalement le baptême de promo, qui est un rituel très, très simple hein, finalement, est quelque chose qui vient marquer leur parcours de formation finalement, modestement encore une fois, mais qui permet d'instituer l'expire d'une figure inspirante sur laquelle ils ont pu au moins échanger, se mettre d'accord, en tout cas faire aussi un pas de côté par rapport à leur parcours de formation peut-être plus classique. En tout cas, c'est une façon d'entrer dans une pensée et d'éclairer, pourquoi pas, pour finalement des managers qui sont en cours de formation. Il y a une grande vertu éducative et pédagogique à se dire qu'ils pensent à la faveur de la préparation de ce baptême de promo aussi, en plus de potentiellement s'inspirer ou être inspiré. Alors, ce sont des Victor Hugo, des Badinter hein, qui sont exprimés là dans ce genre de baptême. Et en même temps, évidemment, il y a une vertu éducative, bien entendu, et pédagogique à tout ça. Et pour des managers qui auront la charge d'établissement et de professionnels d'éducation, évidemment, on peut reboucler là une certaine vertu à se penser eux-mêmes en transmetteurs, comme ça, voilà. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'aller plus loin. En fait, ici à l'école, on réfléchit beaucoup à tous ces sujets, les rites, l'inspire, l'expire. On a beaucoup de choses à dire. Enfin, moi, j'aurais eu envie de réagir à beaucoup de choses, mais en fait, il s'agit d'incarner dans l'institution cette façon de s'inspirer, finalement, tout simplement. Voilà. Merci. On ne t'entend pas, Rémi. Merci, oui, merci pour cette brève intervention qui insiste sur la question du rituel dans l'institution et peut-être du coup, ça fait écho peut-être à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait que certains tombent dans l'oubli ou pas. Parce qu'il y a des rituels de mémoire, de mémorisation. Il y a des rituels d'entrée dans les groupes qui font que, de fait, eh bien, on réactive une pensée collective par le rite et on réactive à travers la pensée l'œuvre de la personne. On connaît en pédagogie institutionnelle la force de tous ces rites qui permettent finalement de recréer, de réinstitutionnaliser l'institution. Bonjour, je suis Denis Bourdet, enseignant au département des sciences de l'éducation et de la formation. Par rapport à cette journée d'études, j'aborderai l'expression figure inspirante, non pas d'un point de vue expérientiel, mais plutôt à travers une approche définitionnelle. Je partirai des définitions de figure et de inspirant, inspirante, et je chercherai à chaque fois à dégager un questionnement, des réflexions. Commençons par le terme figure. Dans le portail de lexicographie du Centre national de recherche textuelle et lexicale, on nous donne une définition qui, par métonymie, renvoie à l'idée d'une personne caractéristique. Une figure est donc serait donc une personne caractéristique. Il peut s'agir dans un premier temps d'une personne caractéristique ayant eu une existence réelle, un individu marquant, célèbre. Dans le champ de l'éducation, Dewey, Freinet. Or, pour qui ces individus marquants, célèbres, dans le champ de l'éducation, ont-ils été inspirants? En quoi? Par rapport à quoi l'ont-ils été? Cette personne caractéristique ayant eu une existence réelle peut aussi renvoyer à un type humain générique, la figure de l'artiste, celle du scientifique, la figure de l'enseignant. Ce type humain relève ici d'une typification au sens de la sociologie phénoménologique d'Alfred Schutz. Cela renvoie donc au sens commun
et aux représentations que l'on se fait de ce qu'est un artiste, un scientifique, un enseignant. Cette figure fait sens au sein d'un groupe. Mais quel sens? En outre, ce sens est socialement construit et historiquement et culturellement situé. On peut ainsi s'intéresser à une forme d'archéologie, entre guillemets, des figures typiques en matière d'éducation. Cette personne caractéristique peut aussi être représentée par l'imagination. Il peut s'agir d'un personnage typique d'une œuvre littéraire ou un type humain créé par la tradition populaire. Dans nos sociétés marquées par les cultures de masse, on peut penser à la figure de l'instituteur dans la série télévisuelle L'Instit. À noter que dans cette acception, le personnage de fiction incarne et véhicule un certain nombre de représentations. Là encore, cela peut renvoyer à sens précédent de type humain, c'est-à-dire que on peut retrouver dans le personnage de fiction, dans le personnage typique d'une œuvre littéraire, finalement, un ensemble d'éléments qui relèvent d'une typification produite dans et par le sens commun. Mais qui produit cette figure fictionnelle? Et que génère-t-elle chez le public? Cela interroge le contexte de la création, de la réception également. Enfin, cette personne caractéristique représentée par l'imagination peut être un être ou un concept personnifié qu'on se représente sous une forme humaine plus ou moins nettement caractérisée. Je citerai à ce propos Karl Popper. Dans un ouvrage qui s'intitule « Des sources de la connaissance et de l'ignorance », Karl Popper s'intéresse à l'idée d'un fondement de la connaissance sur la base de ses sources, idée qu'il va chercher à retrouver l'origine, qu'il va un petit peu déconstruire, critiquer. Et à un moment donné, il s'intéresse plus précisément aux origines de la conception, finalement, de l'idée d'une source divine de la connaissance. Il évoque ici certains philosophes grecs de l'Antiquité, dont Parménide. La manière dont il présente celui-ci, ainsi que la source de son savoir, me paraît pouvoir exemplifier cette acception du terme figure en tant qu'être ou concept personnifié qu'on se représente sous une forme humaine plus ou moins nettement caractérisée, et faire aussi le lien avec l'éducation. Je cite ici Karl Popper à propos donc de Parménide. L'étoile qui le guide et l'inspire, c'est cette déesse Dike, dans laquelle Héraclite voit la gardienne de la vérité. Parménide la décrit comme la gardienne et la détentrice des clés de la vérité et comme la source de tout son savoir. Dike est ainsi, pour Parménide, la figure qui inspire le savoir. Il s'agit d'une figure mythique, mythologique. Or, il me semble que cela génère une piste d'étude intéressante autour justement de ces figures mythiques, voire mythologiques de l'éducation. Venons-en maintenant à l'adjectif inspirante, qui inspire. Dans le domaine littéraire ou artistique, il y a d'abord l'idée d'inspirer quelque chose, de donner, de communiquer à un poète, à un artiste, l'inspiration, l'impulsion créatrice. Ainsi, dans le champ de l'éducation, une personne caractéristique, réelle ou imaginaire, insuffle à autrui l'envie de faire, l'envie de produire, l'envie de créer quelque chose en matière d'éducation. Ici, c'est la figure même qui conduit autrui à vouloir agir. Elle est d'une certaine manière un exemple. Mais en quoi justement cette figure provoque-t-elle ce déclic?
insuffle-t-elle ce désir de faire dans le champ de l'éducation? Inspirer, c'est aussi inspirer quelque chose à quelqu'un, conduire à une œuvre, à un thème, en éveillant l'inspiration. Ici, on pourrait penser qu'une personne caractéristique, réelle ou imaginaire, exerce une influence qui amène à et s'incarne dans la production, la création par autrui d'une chose. En matière d'éducation, donc, une pratique pédagogique, des outils. Dans ce cas, la figure n'est plus seulement source du désir de faire, elle est elle-même mobilisée pour et dans l'élaboration de quelque chose. Mais de quelle manière l'est-elle alors? Puisqu'il ne s'agit pas ici nécessairement d'une mobilisation à travers ces idées, ces concepts, ces pratiques. Est-ce la démarche? La question est posée. Enfin, l'emploi pronominal, le sujet désigne un artiste, une œuvre, tirer son inspiration de, emprunter des idées, des thèmes à, s'inspirer des anciens. Ici, ce qu'a produit sur le plan idéal, conceptuel, théorique ou même pratique, telle ou telle personne caractéristique, réelle ou imaginaire, est repris, réinvesti dans telle ou telle chose en matière d'éducation. Ce qu'a produit la figure est donc réutilisé, prolongé, exploité, revu dans et pour la création de quelque chose par autrui. Mais qu'est-ce qui est ici repris? Pourquoi? Comment? Se pose par ailleurs la question de la transmission ainsi que celle de l'appropriation, transformation des idées, des concepts, des pratiques émanant de la figure. Je terminerai là mon propos qui, comme je l'avais indiqué au départ, ne remplit pas forcément le cahier des charges. On n'est pas ici sur une approche expérientielle, mais plutôt sur une approche définitionnelle. Et partant de celle-ci, j'ai voulu suggérer quelques questionnements, quelques réflexions qui peuvent alimenter par la suite l'élaboration des colloques. Heureusement que je ne communique qu'en début d'après-midi parce que les échanges de ce matin m'ont amené à rajouter des choses dans mon topo. Alors s'il y avait 2-3 heures en plus, là, ça deviendrait interminable. Bon, en tout cas, voilà, je voulais vous proposer ma contribution sur ce thème. Je voudrais préciser trois restrictions préliminaires de mon propos. Premièrement, j'admets au départ l'expression figure inspirante. Je ne l'ai pas questionné, ce qu'on pourrait faire certainement. Hein. J'admets qu'elle a une consistance et j'ai simplement essayé d'expliciter ma compréhension intuitive de cette notion et notamment de la notion d'inspiration. Deuxièmement, je vous propose des réflexions générales, mais je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment un discours en première personne, avec pas mal d'interrogations. Je n'avais jamais bien réfléchi à cette notion et j'ai saisi l'occasion de le faire. Et puis, troisièmement, j'ai réfléchi justement à partir de mon propre travail, autrement dit des figures qui m'ont inspiré moi-même, qui sont... J'en ai recensé 4 principales qui sont Emmanuel Kant, Hegel, Hannah Arendt et Ricoeur, donc des philosophes. Hein. Et ça veut donc dire, troisième restriction, que je prends la notion d'inspiration comme inspiratrice du travail philosophique. Hein. Et non pas de l'action pédagogique. Je tiens à insister sur ce point parce que, évidemment, c'était tout à fait possible et il en a été question ce matin. Et ça aurait pu orienter la réflexion dans une autre direction, mais là, c'est bien le travail philosophique qui m'importe. Alors, j'ai trois idées à proposer. La première est assez simple. Si l'on s'inspire de quelqu'un, ou si je m'inspire de quelqu'un, ou si l'on s'inspire de quelqu'un, c'est parce qu'on pense soi-même. Ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Donc, autrement dit, la figure inspirante m'inspire, ça veut dire qu'elle ne pense pas à ma place.
si c'était le cas, ça ne serait pas une figure inspirante, mais plutôt un maître à penser, dont on serait le disciple. Ce qui est d'ailleurs tout à fait possible, hein, c'est un cas qu'on peut admettre. Hein. On a trouvé la vérité dans une œuvre et il n'y a rien d'autre à faire que de la transmettre. Je pense que dans l'histoire de la pensée, ça s'est produit à plusieurs reprises, hein, avec des cartésiens en particulier, avec des kantiens, bon, etc. Mais ce n'est pas le cas de la figure inspirante. Je pense que la figure inspirante ne donne pas un prêt à penser, elle donne à penser. Et ça veut dire que le travail de pensée que la figure inspirante a fait avant moi va m'aider dans mon propre travail. De telle sorte que la relation à la figure inspirante, c'est à la fois une relation de proximité, je vais y revenir, mais c'est aussi une relation de distance. J'essaye d'élaborer ma propre pensée, qui ne sera pas celle de la figure qui m'inspire. Ou encore, si je peux dire les choses comme ça, l'inspiration n'est pas totale. Si c'était une inspiration totale, on passerait au maître à penser à ce moment-là. Elle est partielle, on peut avoir des points de divergence, on peut avoir des désaccords, mais ça n'empêche pas d'être inspiré. Et il est possible aussi que plus on approfondit la familiarité avec l'auteur en question, mieux on voit à la fois les points d'accord et les points de désaccord, la solidité et peut-être la faiblesse de la figure inspirante. Voilà pour la première idée. Une deuxième idée, si la figure inspirante n'a d'intérêt que pour quelqu'un qui pense déjà, hein, et si son intérêt, c'est de l'aider à penser, donc quelle est son utilité, hein? À quoi bon recourir à une ou à des figures inspirantes? Alors là, je voudrais simplement mentionner une réponse à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui m'est venue à l'esprit ce matin, c'est que la figure inspirante suscite le désir. Ça a été dit à plusieurs reprises, donne un souffle, hein, comme on peut l'entendre dans le mot même d'inspiration. Moi, je reprendrais l'idée de « met au travail ». Une figure inspirante, c'est quelqu'un qui vous met au travail. Et je reprendrai d'autant plus volontiers cette idée que c'est vraiment une expérience que j'ai faite avec notamment des collègues contemporains, hein, que j'ai pu écouter dans des séminaires ou des colloques. Et à l'issue de ce séminaire, on a envie de s'y mettre soi-même. Et donc ici, il y a une inspiration au sens d'une mise au travail. Mais je voudrais plutôt insister sur une deuxième réponse à la question de savoir quelle est l'utilité de la figure inspirante, qui est l'idée d'orientation ou de chemin. Et pour présenter cette réponse, je partirais de l'idée que le domaine du savoir dans lequel on est engagé, par exemple celui de l'éducation, n'est jamais devant nous comme un domaine vide sur lequel on pourrait construire à loisir une belle théorie. Mais au contraire, c'est toujours un domaine très plein. Et un domaine qui est plein d'idées, d'opinions, d'arguments, de convictions, de théories, de pratiques, etc. Une espèce de forêt, si je peux me permettre cette image, hein, au sens d'un milieu profus, plein de choses diverses, sans direction bien claire, sans régularité, et dans lequel on risque de se noyer ou de s'égarer. Et cela d'autant plus que soi-même, on n'est jamais vide non plus, hein, mais qu'on est aussi plein d'expériences, de pratiques, de convictions, d'opinions. Il y a une forêt extérieure et puis il y a aussi une forêt interne avec un double risque d'égarement, hein. S'égarer dans le champ du savoir qui est rempli et puis s'égarer en soi-même, risque de ne pas repérer ce qui compte, de ne pas savoir trier l'essentiel et le secondaire, etc., etc., etc. Dans cette situation et face à ce risque, l'idée que je souhaiterais proposer, c'est l'idée que la figure inspirante a déjà tracé un chemin et qu'elle montre une voie, en fait. Cette voie, ça ne sera pas définitivement la nôtre parce que on a soi-même sa propre voie à tracer, mais on peut l'emprunter pour un moment plus ou moins long et cheminer avec elle. Troisième idée, qu'est-ce qui caractérise cette voie?
La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est l'idée de la solidité. La figure inspirante a tracé un chemin, et n'y est pas passée une seule fois, c'est pas une simple trace, c'est un vrai chemin, c'est-à-dire que ça a été dégagé, il y a des pièges qui ont été évités, peut-être des détours qui s'imposaient, etc. Bref, le résultat est quelque chose de solide, et cette solidité s'oppose à la profusion que j'ai mentionnée tout à l'heure. Le chemin, autrement dit, n'est pas encombré, il est dégagé. Pour le dire autrement, la figure inspirante a simplifié des choses. Elle a choisi certains concepts, certaines idées, certains arguments et les a mis ensemble. Et il me semble que ce fait d'avoir fait des choix et de hiérarchiser importe. On a devant soi un paysage encombré dans lequel rien se dégage. On pourrait tracer de nombreuses pistes. Soi-même, on a déjà esquissé des traces. Et la figure inspirante nous aide à nous orienter, c'est-à-dire à hiérarchiser, à choisir certaines choses, à abandonner d'autres choses. Au fond, elle donne une réponse à la question « qu'est-ce qui compte ?» Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant et qu'est-ce qu'on doit laisser de côté? Bref, la figure inspirante donne une démarche. Inspirer, me semble-t-il, c'est montrer une démarche de pensée. Et ça nous inspire parce que cette façon de penser nous semble représenter une forme d'exemplarité et une imitation possible. Alors j'insiste sur la notion d'exemplarité et de modèle qu'on n'a pas trop utilisée. Il me semble qu'on peut l'utiliser ici sans risque dans la mesure où la figure inspirante est simplement quelqu'un qui va m'aider à penser, donc c'est une forme d'identification, vous savez, comme dans la croissance, en fait, on marche par identification successive. Ça peut être le cas ici. Ce que je voudrais surtout dire, avant de finir, parce que je vois que le temps est presque terminé là, c'est que quand je dis s'inspirer, c'est reprendre une démarche, ça veut dire que s'inspirer, de mon point de vue, c'est pas simplement reprendre un concept, une thèse, ou une citation. En préparant cet exposé, je me suis dit qu'il y avait des auteurs dont je reprenais certains concepts, mais je ne pourrais pas dire qu'ils m'inspirent. Alors, je pense en particulier à Vygotsky ou à George Herbert Mead, qui sont des auteurs que j'ai utilisés dans mon travail, mais je ne crois pas que ce soit des personnes dont je puisse dire qu'ils m'aient inspiré, alors que pourtant j'ai repris des thèses, des concepts, etc., qui me semblent tout à fait importants. Et tout simplement, me semble-t-il, parce que c'est plutôt la démarche qui est en question là, et qui fait que je m'inspire de certains auteurs, c'est-à-dire je reprends cette démarche, alors même que je peux aller chercher des concepts ailleurs, mais chez des personnes qui ne m'inspirent pas. Voilà. Ça veut dire aussi, alors là je m'adresse explicitement à Camille, et il n'en prendra pas ombrage parce que notre proximité intellectuelle est telle que je sais très bien qu'il ne se formalisera pas, mais ça me pose un problème aussi, l'idée de s'inspirer de ceux contre qui l'on pense. Camille, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et je suis d'accord sur le fait que penser, c'est penser contre, penser avec et penser contre, ça, il n'y a aucun problème, mais penser contre, ça rentre pas dans la conception intuitive que je me fais du fait de s'inspirer d'une figure, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour finir, est-ce qu'on peut s'inspirer d'une école de pensée? Ça aussi, il en a été question ce matin, et je ne vous cacherai pas que ça me pose problème. Mais je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà dépassé le temps qui m'est donné, mais je suis prêt à en discuter ensuite. Alors pour moi, une figure inspirante, c'est un praticien, une praticienne, ça peut être aussi bien sûr un intellectuel ou une intellectuelle, dont la pratique et où la pensée font rupture. C'est-à-dire que ce sont des gens qui apportent, me semble-t-il, une façon de reconsidérer des faits qui sont communs, admis, et qui formulent ces faits en permettant d'envisager, d'appréhender un problème sous une facette différente que celui dont on le pensait jusque-là, ou une pratique différente qu'on avait, que celle qu'on avait jusqu'alors. Alors, ce problème, il peut déjà être connu, il peut déjà être envisagé, mais il est pensé autrement, formulé selon des termes inédits,
Alors, ça peut aussi être un problème nouveau, bien sûr, un problème qui n'avait pas été pensé ou formulé avant. Mais c'est toujours un problème qui correspond à une préoccupation humaine vive. Dans ce cas, effectivement, on a affaire à une pensée nouvelle, voire révolutionnaire, voire comme une forme de provocation, hein, on peut dire. Et donc une pensée qui nécessite de se déplacer des cadres conceptuels habituels. Alors, on peut peut-être prendre des exemples, évidemment, parce que là, je développe un propos un petit peu peut-être abstrait. On peut penser, bien sûr, dans le champ de la physique à Copernic, hein, révolution copernicienne, bien connue, bien sûr, dans le champ des sciences, c'est-à-dire le fait de considérer que donc, la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même, et donc de se décentrer aussi d'une approche centrée sur soi-même. Souvent, ce que permet la figure inspirante, c'est justement de se décentrer de soi ou d'une façon auto-centrée, de sortir de mode de pensée auto-centré. Alors, cette révolution copernicienne, on l'a aussi connue en pédagogie et dans l'éducation. Bien sûr, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, la grande révolution dans l'éducation, c'est quand même le fait de considérer, non pas comme on l'a dit parfois, depuis l'élève au centre du système scolaire ou l'enfant au centre de toutes les attentions éducatives, mais plutôt, c'est partir plutôt de l'enfant, de ce qu'on sait de l'enfant, de ses besoins, de ses façons d'apprendre et d'être éduqué, dans sa relation avec les autres. Ce n'est pas l'enfant en soi, c'est l'enfant dans sa relation avec son environnement, et donc bien sûr avec les adultes, mais aussi avec ses pairs. Mais partir de là, parce qu'effectivement, sans considérer l'enfant, ses besoins et ce qu'il est en mesure d'apprendre et de développer, il n'y a pas d'éducation possible. C'est-à-dire, si c'est l'adulte qui pense l'éducation toute seule, indépendamment de cette relation à l'enfant, et à l'environnement, bien évidemment, je pense bien sûr matériel, dans le champ pédagogique, mais aussi culturel, le langage, les cultures qui nous ont précédés. Toutes ces choses-là, effectivement, qui font partie de ce qu'on doit, de ce que la société doit transmettre à la génération qui vient. Donc, toute cette dimension du rapport, mais partir de l'enfant, ça a été effectivement un changement de centration. On n'était plus centré sur l'adulte, mais sur l'enfant. Alors, sur l'enfant, dans ses relations, j'insiste là-dessus, oui, sur l'enfant, dans ses relations avec l'environnement, et avec la culture dans laquelle il évolue, avec ce monde adulte dont il doit comprendre les clés pour y vivre. Alors, une figure inspirante, c'est aussi, me semble-t-il, justement une figure dont la pensée va être suffisamment explicative, féconde du point de vue des explications qu'elle donne. C'est souvent une pensée qui fait système, et qui va permettre justement d'alimenter différents champs de connaissances, différents champs de discipline et différents champs de pratique. Alors, elle peut s'ancrer dans un champ disciplinaire ou un champ de pratique particulier. J'évoquais par exemple évidemment le champ pédagogique, mais cette pensée, elle a une densité, une ampleur, une envergure qui lui permet de pouvoir peut-être en partie, en tout cas, se transposer dans d'autres disciplines, dans d'autres champs de savoir ou de pratique que celle dont elle est à l'origine, sur laquelle elle a été construite. Donc ça me semble effectivement quelque chose d'important. On pourrait parler de rayonnement, par exemple. Une figure inspirante, c'est aussi peut-être une figure dont la pensée, c'est toujours à mon avis, une figure dont la pensée est mise en rapport avec des problèmes de pratique. C'est pas uniquement quelque chose de purement intellectuel, c'est justement dans ce rapport-là aussi qui est très lié dans le champ de l'éducation pour nous à la figure du pédagogue, hein, celui qui articule, comme dit Jean Housset, la théorie et la pratique dans un même mouvement. C'est cette capacité à articuler effectivement des dimensions conceptuelles avec des problèmes de pratique, des questionnements vécus par des praticiens. C'est une pensée qui parle aux praticiens, qui fait résonance et qui s'approche, qui correspond à leurs préoccupations. Et puis, on pourrait dire aussi, pour moi, je pense qu'une figure inspirante, c'est aussi une figure qui est suffisamment riche pour pouvoir parler à d'autres cultures que la culture dont elle est à l'origine. C'est une pensée donc qui s'exporte.
à l'international, on pourrait dire, qui parle à des communautés humaines qui ne sont pas les mêmes que celles auxquelles elle était destinée initialement. Donc voilà, je donnerais tous ces éléments-là, à mon avis, pour qualifier. Alors, tu as commencé par la rupture et par la rupture avec les habitudes. Quand tu évoques ces habitudes-là, est-ce que tu penses aux habitudes d'une communauté, la communauté par exemple des sciences de l'éducation et de la formation, ou est-ce que tu penses aussi à soi-même, rupture avec ses propres représentations? Oui, alors je dirais les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une rupture avec des allants de soi ou des modes de pensée d'une communauté, mais forcément, cette rupture qu'on pourrait appeler sociale, enfin, voilà, si on est dans la dimension communautaire, on peut dire sociale, c'est souvent aussi une rupture de ses propres modes de pensée individuels, de ses conceptions personnelles. C'est-à-dire que si on prend les logiques d'apprentissage socio-constructiviste, on pourrait dire effectivement que c'est une transformation, un bouleversement des conceptions et des représentations qu'on avait. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que ça nous amène à penser un problème, ça fait surgir encore une fois un problème nouveau, et ça nous amène à le penser selon des termes qui ne sont pas nos termes habituels, qui viennent bousculer nos habitudes et les façons dont on pensait les choses jusqu'alors. Et du coup, cette révolution copernicienne, est-ce que toi, dans ta vie de chercheur et de pédagogue, tu l'as rencontrée? Alors, oui, bon, j'évoquais bien évidemment tout le courant de l'éducation nouvelle. Et c'est vrai que ce courant-là a été et reste toujours, de mon point de vue, effectivement, dans le champ de l'éducation, on va dire contemporain, mais ça commence à faire un petit moment maintenant, ce qui alimente, je dirais, beaucoup mes façons de penser. Après, dans ces courants, évidemment, c'est très, très éclaté, très large, et donc il y a des façons de penser qui peuvent être antinomiques, contradictoires, et il s'agit effectivement d'y voir un petit peu clair. Bon, moi, mon courant d'appartenance d'origine, c'est celui de la psychothérapie et de la pédagogie institutionnelle, et c'est sûr que, par exemple, penser effectivement que l'humain il a des dimensions rationnelles et que cette rationalité, il est important évidemment d'y travailler. Mais qu'en même temps, il y a des aspects irrationnels, l'hypothèse freudienne de l'inconscient, et que ces dimensions irrationnelles, si on ne les élucide pas, effectivement, elles vont perturber, pour ne pas dire nous empêcher d'avoir un certain nombre d'avoir une activité rationnelle, un certain nombre d'actes rationnels. Cette double dimension, par exemple, elle ne va pas de soi, on sait, dans le champ scientifique, alors que pourtant, effectivement, elle est inhérente à l'être humain, et dans le champ scientifique, toutes nos actions et toutes nos façons de penser ne se résument pas à de la rationalité, par exemple. Donc, est-ce que tu penses... pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Est-ce que tu penses qu'il y a un saut intellectuel et affectif entre le courant que tu évoques et les personnes qui incarnent ce courant? Comment articuler le courant et les personnes qui l'incarnent? Alors, parce que tu n'as cité personne. Tu as cité voilà. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à citer des personnes, ou est-ce que le courant se suffit en lui-même? Alors, non, ce courant, il est toujours incarné par des personnes. Alors, j'ai quand même cité une personne, c'est Freud, évidemment, mais je pense à une autre figure inspirante dans le champ, effectivement, de l'éducation plus largement, et peut-être d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est Françoise Dolto. Pour moi, effectivement, c'est d'ailleurs elle qui avait préfacé le premier livre de pédagogie institutionnelle en 1967 vers une pédagogie institutionnelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a apporté dans ses façons de concevoir l'éducation en rapport avec la médecine, en rapport avec la pédiatrie. On sait qu'elle a apporté effectivement une révolution dans la façon d'éduquer les enfants en France. Bon, il y a sa fameuse émission de radio qui a été très suivie par beaucoup de parents dans les années 50. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui a effectivement, de mon point de vue, eu un impact beaucoup plus important, parfois décrié, on le sait, hein, mais qui a eu un impact tout à fait important sur l'éducation aujourd'hui,
et dont il faudrait effectivement certainement tirer les enseignements, faire la part des choses. Alors, des gens l'ont fait, bien sûr, hein, mais je veux dire, pour voir aussi comment sa pensée peut s'appliquer au champ éducatif au sens large, mais aussi au champ scolaire. Parce que peut-être qu'on n'a pas assez tiré les enseignements, à part peut-être l'école de la Neuville, qui travaille en pédagogie institutionnelle et qui a été accompagnée par elle à un certain moment. Mais je pense que beaucoup d'enseignants n'ont pas assez, par exemple, tiré des leçons ou d'enseignements de la pensée de Françoise Dolto. C'est un exemple. Après, bien sûr, il y a des grandes figures de la pédagogie institutionnelle. J'aurais pu parler de Fernand Houry, d'Aïda Vasquez, de la René Lafitte, de Jacques Pain, évidemment, qui a été, à titre personnel, quelqu'un de très important dans ma vie professionnelle. Alors, c'est quelqu'un, lui, qui était justement capable de transposer ce qu'il a pu apporter à la pédagogie institutionnelle, notamment, c'est la formation, tout ce qu'il a travaillé sur la formation, mais aussi la capacité à transposer un certain nombre de pratiques de classe dans le champ éducatif au sens large, dans ce qu'on appelait l'éducation surveillée à l'époque, voire même dans l'intervention en institution. Hein. Et ça, par exemple, justement, ça montre bien, si on prend la pédagogie institutionnelle, qu'elle a une densité conceptuelle et pratique suffisante pour pouvoir justement être transposée à d'autres champs que son champ d'origine. Ça illustre un peu l'idée que j'évoquais tout à l'heure. Oui, très brièvement, hein, pour risquer un peu au même exercice que tout à l'heure. Il m'a semblé que dans cette somme de présentations, il y a comment dire, deux articulations de deux pôles très intéressantes qui émergent. Philippe Forêt a explicité tout à l'heure le fait qu'il allait tenir sur les figures inspirantes un discours à la première personne. Mais ayant écouté toutes les autres communications depuis ce matin, en fait, la question que je me pose, c'est peut-on tenir sur les figures inspirantes autre chose qu'un discours à la première personne? Et il me semble qu'il y a ce côté, en tout cas depuis ce matin, qui est très présent, que c'est une parole où on s'engage quand on parle des figures inspirantes. Et à l'inverse, Bruno Robe vient de dire cette question de l'inspiration, c'est une question, il a utilisé l'expression question humaine vive, comme si on avait eu une base d'intercompréhension du moment qu'on est un sujet humain sur ce thème de l'inspiration qui nous, comme si ça nous parlait forcément en tant qu'être humain d'une certaine manière. Donc cette articulation entre vraiment la singularité de la première personne et l'idée de questions qui concernent la condition humaine, hein, c'est un peu ce que Bruno disait, m'a semblé très intéressante. Et un autre point, là je repars de ce qu'a dit Bruno, il a dit c'est une figure qui s'exporte, une figure inspirante, qui peut intéresser dans différentes aires culturelles. Mais il me semble que dans les trois autres communications en particulier, on a bien vu que c'était aussi un parcours, une figure inspirante, que c'était aussi une expérience située, donc d'une certaine manière, un parcours qui se décrivait sur un cadre contextuel de compréhension, un cadre culturel donné. Donc cette articulation aussi entre la capacité à voyager à l'export et l'ancrage singulier m'a semblé aussi intéressant à pointer. Merci Camille pour cette mise en perspective, sachant que le fameux jeu dont tu parles, il est double, enfin il est en tout cas dans ce que Bruno évoquait aussi, c'est-à-dire une dimension subjective et affective et une dimension intellectuelle et cognitive. Il y a même peut-être dans ta deuxième partie sur l'export, il y a l'export de l'ère culturelle, mais il y a l'export aussi du champ disciplinaire ou du domaine du début. On l'a évoqué ce matin avec les poètes, les chanteurs qui viennent inspirer l'éducation. Oui, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'a dit notre collègue sur, je trouve que ça donne vraiment à penser, qui nous a parlé de maître à penser, et donc une figure qui donne à penser, une figure qui met au travail. Je trouve que c'est quelque chose d'important pour nous tous par rapport à cette figure inspirante, puisqu'on est en train de se battre sur cette figure comme
Est-ce que c'est une figure, c'est un souffleur, est-ce qu'il est anonyme, est-ce que cette figure, c'est une grande figure ou c'est un nain ou c'est un géant. En fin de compte, la figure inspirante, nain, géant, c'est celle qui nous met au travail et qui donne à penser, qui fait que, comme on vient de le dire, que j'entre qui m'inspire parce que, et on revient sur ce que tu as sur ta tête, Rémi, pour l'éducation, pour l'éducation. Maintenant, on mettra la photo de Rémi pour nous tous qui deviendra une figure inspirante de nous tous. C'est-à-dire que c'est une figure qui, et oui, même en nous provoquant là tout simplement, c'est-à-dire, moi j'ai beaucoup apprécié ce dialogue que tu viens de faire avec Bruno. C'est comment? C'est comme si c'est vraiment une figure qui nous met en dialogue, qui vraiment dans le sens aussi bien des Platon, les Platons, enfin, Hegel, des Platons comme Schleiermacher et tout ça, c'est entrer dans ce dialogue qui est soit thèse, antithèse, synthèse, soit si, ou entrer même dans les paradoxes chez Kierkegaard, c'est dans tout ce qui est, on amène l'angoisse et tout ce qui... C'est une figure qui nous provoque. Et la provocation, c'est ça, c'est nous mettre au travail. Et je trouve que on l'a résumé dans c'est nous mettre au travail, au fait. Merci Augustin, et on entend bien dans tes propos depuis tout à l'heure que la question de l'écho, de la résonance, de la provocation au sens premier du terme et donc du dialogue sont des éléments qui sont vraiment importants. Alors Daisy a demandé la parole, puis Anne-Françoise, puis Philippe. Donc Daisy, Anne-Françoise, Philippe. Non, justement, ce qui vient de parler l'intervenant avant moi, je pense au terme projet héritage de Yves Schwartz pour dire que c'est un héritage en tant que pensée et en tant que valeur, mais qui se met au travail par notre travail. Donc, c'est un projet, c'est un héritage en mouvement, un héritage vivant qui vive par l'actualisation de notre travail de tous les jours. Dans ce sens, je comprends bien cette idée de rayonnement. On peut trouver des figures inconnues, mais aussi des figures très connues, mais où le rayonnement vient au jour par l'essence qui cette pensée prend sens dans notre actualité. Soyons-nous dans n'importe où, dans la planète, dans n'importe quel type de formation, éducation, avec lequel, si elle est scolaire, si elle n'est pas, si elle est au niveau plus élevé de l'école, si elle est au niveau plus basique. Donc, je pense plutôt à force de rayonnement d'une pensée qui prend force et vit d'après notre travail d'aujourd'hui. Donc, dans ce sens, le terme d'Yves Schwartz me rend vraiment confortable pour apporter le nom de Paulo Freire parce qu'il y a un rayonnement, comme d'ailleurs plusieurs qui ont été cités ici, au-delà de l'espace où cette pensée elle est née. Tellement elle gardait des universalités et est pour ça qu'elle est encore actuelle. Donc, je comprends bien mieux maintenant, depuis entendre tous ces collègues qui ont parlé avant moi, de l'importance de ces colloques parce que, je vais finir, parce que d'une certaine façon, on est là dans les piliers les plus importants de la pensée pédagogique. Voilà.
Merci Daisy. Alors je me suis trompé, Anne-Françoise ne demandait pas la parole. Philippe? Je voulais juste réagir par rapport au fait sur l'idée de la figure inspirante qui met au travail, parce que j'en ai parlé tout à l'heure et c'est vrai que je trouve que c'est extrêmement important. Mais mon problème personnel quand même avec cette idée-là, c'est que pour moi, au fond, il y a quand même deux formes d'inspiration qui sont pas les mêmes. Il y a des collègues qui m'ont mis au travail, hein, et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est une parole vivante, en fait, qui le fait. Hein. Peut-être plus qu'une œuvre, mais peut-être que là, je dis une bêtise, alors je ne vais pas trop insister. Mais en tout cas, dans ma propre expérience, il y a quand même l'idée que avoir entendu certains collègues parler, ça donne l'idée qu'on a envie de s'y mettre aussi. Hein. C'est Yves Rotter qui parlait de l'aventure de l'esprit, et on se dit, ah bah oui, ça donne l'envie d'y aller. Hein. Mais dans mon expérience, moi, je pourrais relater des cas de personnes qui me mettent au travail, et pourtant, donc, je ne me suis jamais inspiré dans mon propre travail. C'est-à-dire, autrement dit, dont le contenu même des propos est resté étranger à ce que j'ai fait moi-même ou à ce que je fais moi-même comme travail. Et donc, ça renvoie quand même à une deuxième direction de l'inspiration, là, qui a plus directement à voir avec le contenu de son propre travail. Et c'est surtout sur celle-là que je souhaiterais insister. L'idée de donner une démarche de pensée, c'est non seulement mettre quelqu'un au travail, mais c'est quand même... il y a quelque chose de plus, je trouve, dans cette idée-là. Il y a proposer des concepts, une articulation de concepts, proposer une certaine vision de l'éducation, par exemple, une certaine manière de la traiter. Voilà, cette distinction, je souhaitais apporter cette distinction. Merci Philippe. Et puis Jean-Emmanuel. Merci. Juste, il y a deux expressions qui m'ont frappé dans les interventions, justement. J'ai entendu penser contre et j'ai entendu rupture. Et je trouvais justement ces deux expressions, il y avait une certaine forme de violence. Alors, quand je dis violence, ça veut dire que une figure inspirante peut peut-être mener des batailles. Voilà. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Mais derrière ça, c'était plutôt parler de la dimension d'énergie. D'énergie pour mener peut-être des combats et faire le lien avec ce que disait Julien ce matin. Il parlait de transcendance. Et peut-être que justement, la figure inspirante se ressource dans cette transcendance où il perçoit. J'ai utilisé ce mot-là d'intuition, en tout cas une sorte de... Oui, c'est ça, d'intuition, je vais dire ce mot-là parce que c'est celui-là qui me vient. Bon, voilà, je dis beaucoup de choses là, entre la violence, l'énergie, la transcendance, l'intuition. Et puis, je dirais, alors, c'est plus par rapport à ce matin, j'ai été frappé parce qu'on a eu quand même quelques récits de vie de figures inspirantes. Et j'ai été frappé aussi par... que ce soit Anne Sylvestre, on a entendu quelques éléments de la vie d'Anne Sylvestre et de... Mince, excusez-moi, l'autre, c'était Christine qui nous parlait... Merci, excusez-moi. Et j'ai trouvé que leur vie n'était pas facile. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les figures inspirantes n'ont pas de vie facile, hein, mais en tout cas, ça m'a marqué aussi, ça. Voilà. Et du coup, Jean-Emmanuel, ça fait peut-être écho à ce que Sébastien disait ce matin, accepter la peine de cheminer avec la personne pour accéder au centre de sa pensée. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ou d'intervention? Christine, justement. Oui, c'est un tout petit peu en différé. Je voulais dire, c'est ce que j'entends et ça revient vraiment finalement à déjà ce qu'on a échangé et mon idée, c'est-à-dire que la figure inspirante, bon, je prends Comenius, donc on a bien compris que toutes les dérives entre guillemets, c'est-à-dire on prend un élément et on en fait son élément et à partir de là se développe quelque chose de consistant, de révolutionnaire et qui va changer, par exemple, le regard sur l'éducation, sur
sur l'apprenant, sur l'élève, sur la jeunesse, sur les langues, etc., etc. Donc, ce n'est pas en fait antinomique. Et moi, de plus en plus monte une idée que je veux partager. Ce serait vraiment intéressant de faire des colloques, donc dans 2028, d'après ce que j'ai compris, qui serait vraiment prendre par exemple cette figure Comenius. Bon, ça pourrait être autre chose, je pense à lui, parce qu'il est tellement cité, tellement important, je veux dire, en Allemagne, en Autriche, enfin, et dans des pays de l'Est, c'est une référence permanente. C'est une référence aussi pour Kotchak, etc., etc. De voir comment cette référence, de voir ce que j'ai tenté de faire en dépassant mon temps ce matin, et je m'en excuse encore beaucoup, je te jure, j'ai fait des efforts pour réduire, c'est comment cette pensée migrante, en fait, hein, qu'il y a une référence migrante, comment finalement elle établit un espace performatif. Et je pense que ce serait vraiment, enfin, ça me semble là maintenant, quand j'entends tout ce qui s'est dit depuis ce matin et je reste complètement passionnée, ça pourrait être vraiment intéressant. Parce que Comenius, c'est quand même un levier. Mais qui se rappelle, ou qui sait que c'était en fait son école était en rapport au droit divin. Enfin, vous voyez, bon, tout ça remis dans un contexte protestant, hein, qui n'est pas le contexte catholique, c'est encore différent. Enfin, je me dis ça. Bon, on élargit, mais de montrer qu'on peut être inspiré, en fait, en effet, en n'ayant pas lu, on peut être inspiré. Il y a tout d'un coup quelque chose qu'on chope et qui fait levier, parce que c'est la rencontre. C'est la rencontre. Ce que je disais tout à l'heure en reprenant Edgar Morin, les écosystèmes ou les éco-organisations, comme on veut, quelque chose se rencontre là. Quelque chose se rencontre et donne véritablement quelque chose. Je pense que on pourrait penser autour de ça de manière très tranquille.